Italie, en l'an 1513, dans la région de Florence. Nicolas Machiavel achève le manuscrit de son œuvre la plus célèbre, un ouvrage dévoilant les mécanismes du pouvoir durant la Renaissance italienne, appelé Le Prince. Machiavel est issu d'une famille bourgeoise. Attiré par la politique, il commence sa carrière en tant que diplomate auprès du Vatican et du roi de France. Jalonné d'alliances et de négociations, sa carrière au sein de la République de Florence lui permet de devenir secrétaire à la chancellerie, l'un des postes les plus influents de la cité. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il est envoyé en 1502 pour négocier avec César Borgia, car ce dernier cherche à conquérir la ville. Les deux personnages dialogueront toute une nuit durant, et le lendemain matin, César renoncera à envahir Florence. Bien qu'ayant réussi sa mission, Machiavel sera marqué à vie par les propos de César, qui se reflèteront dans son œuvre. 10 ans plus tard, le pape Jules II, ennemi des Français, ordonne la mise en place d'une monarchie à Florence. Le nouveau roi est un Médicis. Machiavel est écarté du pouvoir et sera même emprisonné. Mais l'année suivante, en 1513, un autre Médicis obtient la charge de pape. Léon X décide alors de libérer tous les prisonniers politiques, dont Machiavel, qui sera néanmoins exilé. C'est ainsi qu'ayant perdu le pouvoir, Machiavel décide d'écrire Le Prince. Ce texte reste l'un des ouvrages politiques les plus célèbres de l'histoire, et ensemble, nous allons découvrir pourquoi. No one can be called a good prince unless he is good in more virtues and prudent. You laugh at morality, Nicola. No, I laugh at fantasies. Aquinas was not concerned with the reality of our world. Look at what is around you. Italy is an eternal blood-soaked massacre. Will you follow the good princes who have ruled before you, rising and falling as quickly as the moon disappears each dawn? I know that the only means by which my family can retain its place is to propagate order. And yet, I believe in the monk. More than I ever did my own father. I will never repeat that. I believe in Savonarola. But his own lust for martyrdom will kill him. Then your hands are clean. Like Pontius Pilate. Sa rencontre avec César Borgia sera l'un des événements majeurs dans le changement de la pensée politique de Machiavel. Lui qui était habitué à la diplomatie et aux négociations, il verra en César l'image du dirigeant conquérant et impitoyable qui, selon la situation, saura faire preuve d'une autorité absolue mêlée à une fine cruauté. Le pouvoir peut s'acquérir de 4 manières distinctes. Par une alliance militaire contre un ennemi commun et dont les richesses et territoires seront partagés entre les vainqueurs. Également, en usant de sa propre armée afin de lancer des campagnes militaires ou bien mater des rébellions et ainsi accroître son influence. La troisième possibilité reste la plus courante, l'hérédité. Dans une époque principalement monarchique, le pouvoir se transmet et se conserve au sein de dynasties. Sinon, la possibilité d'un coup d'état est envisageable, mais reste très risquée. Enfin, la dernière est par la vaillance, les actes glorieux ou la réputation. Un personnage ayant acquis une grande renommée auprès du peuple et des puissants peut se voir ainsi porté au sommet du pouvoir. Ces 4 voies d'accès au pouvoir, mises en avant par Machiavel, ont ensuite inspiré de grands dirigeants à travers l'histoire. D'après l'expérience de l'auteur, un prince peut se montrer généreux envers les siens. Toutefois, elle doit prendre garde à cette générosité, car si elle est trop régulière ou trop importante, elle risque de conduire à un assèchement des finances du royaume. Et pour ce qui est de son image, le prince aura des difficultés à faire machine arrière. C'est pourquoi une trop grande générosité sera forcément suivie par une augmentation massive des impôts, une imposition lourde qui finira par concerner tout le monde et alors amener des révoltes, voire une guerre civile. Ainsi Machiavel prévient le lecteur. Il est préférable pour le prince de se montrer cupide si cela permet une gestion efficace des finances du royaume. Mais il ajoute également une exception. Pour les dirigeants dont l'économie repose sur la guerre, les conquêtes et le pillage, alors il est inutile d'être parcimonieux. Tous les butins peuvent être engloutis dans la perspective de nouvelles conquêtes. Pour Machiavel, il est important de savoir se balancer entre ces deux aspects du pouvoir. Bien sûr, il est préférable d'être un dirigeant aimé de ses sujets. Toutefois, savoir faire preuve de cruauté peut s'avérer très utile. Après tout, un prince qui aspire à la crainte sera moins à même d'être la cible d'un assassinat. De plus, faire preuve de cruauté est un moindre mal, si cela garantit le bon ordre au sein du royaume.
Mais il existe une règle d'or. Même si le dirigeant peut inspirer la crainte, il ne doit en aucun cas être haï par ses sujets. Sinon... mi fili. Le tyran est mort! Vous êtes libre! Le prince a deux solutions pour imposer sa vision et son ordre. Soit avec les lois, soit avec la force. Du point de vue de Machiavel, si la loi est propre à l'homme, la force, elle, nous est commune aux bêtes. Et d'après lui, un prince doit savoir aussi bien user de l'homme que de la bête. Machiavel, en bon philosophe, fait appel à des métaphores du monde animal pour exprimer son propos, notamment l'image du renard, ainsi que l'image du lion. Savoir user du renard afin d'éviter les pièges de ses adversaires, d'attirer les alliances à soi et réfléchir stratégiquement pour atteindre le pouvoir. Puis une fois cet objectif atteint, savoir user du lion pour s'imposer, d'abord en faisant fuir ses adversaires, puis en se montrant impitoyable avec tous ceux qui ne s'accordent pas à votre vision. Cette analyse de la violence des mécanismes du pouvoir est illustrée par le parcours d'un pape contemporain de Machiavel. Alexandre VI. Le sulfureux patriarche de la famille Borgia. Il usa du renard pour atteindre le pouvoir, et une fois devenu pape, il se comporta comme un lion, faisant disparaître ses adversaires et ses anciens alliés. Son fils César, aux ordres de son père, fut envoyé pour conquérir d'autres duchés italiens au nom de l'Église. Le pape qui voulut faire de son fils un roi meurt empoisonné en 1503, tandis que son fils tombera dans une embuscade après avoir perdu son royaume 4 années plus tard. Machiavel écrit « Rien ne fait autant estimer un prince que les grandes entreprises ». Ainsi, de grands événements tels que des expéditions exploratrices, la construction de gigantesques monuments, ou bien encore de grandes campagnes militaires, permettent à un prince d'asseoir son autorité et d'ancrer sa présence dans l'histoire. Des exemples abondent, tels que les conquêtes d'Alexandre le Grand, les voyages de Marco Polo, ou encore les monuments de l'Empire romain. D'une autre manière, forger des alliances avec d'autres royaumes est un excellent moyen pour un prince d'obtenir du prestige. Cependant, si votre allié entre en guerre et souhaite votre participation, il est important d'y répondre. Votre crédibilité en dépend, et il est préférable de ne pas trahir, car les conséquences pourraient être très lourdes. Enfin, une dernière chose et pas des moindres, le prince se doit de promouvoir des gens de talent. Qu'ils soient musiciens, peintres, sculpteurs, mathématiciens, poètes, inventeurs ou philosophes. Ces personnages, par leurs découvertes et leurs inventions, feront rejaillir leur propre succès sur le prince qui les aura mis en avant, comme ce fut le cas par exemple pour François Ier et Léonard de Vinci. S'il reste le seul décideur final, le prince doit tout de même être entouré de ministres et stratèges compétents. Étant à proximité du pouvoir, ils jouissent des prérogatives nécessaires à la bonne administration du royaume. Le but de cet entourage est d'aider le prince dans sa prise de décision sur plusieurs points clés, mais en aucun cas ils ne doivent décider à sa place publiquement. Deux types de personnalités entourent le prince. Un roi doit toujours inspirer un minimum de crainte. Les conseillers, dont la vie éclairée doit lui permettre de prendre la meilleure décision, puis il y a les flatteurs. Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites? Je flatte.
Un conseiller ira contre l'avis du prince s'il estime cela nécessaire, alors qu'un flatteur suivra le prince même dans une mauvaise décision. Machiavel démontre alors que si le prince est entouré de conseillers fidèles et capables, leurs bonnes décisions rejailliront sur lui. Inversement, s'il s'entoure d'incapables, leur médiocrité nuira à l'image du prince qui les aura nommés. Ici s'achève mon résumé de l'œuvre de Machiavel. Si le prince a pu traverser les siècles et être encore étudié de nos jours, c'est grâce à la pertinence de ses propos et la vision sincère de l'exercice du pouvoir mise en avant par son auteur. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, vous pouvez également liker et partager les vidéos. Je vous remercie tous de votre attention, je vous souhaite de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt.